Merci beaucoup. Alors, donc ma communication s'intitule « Tenir le journal, le temps de la photo ». Je voudrais juste rappeler, pour commencer, peut-être que, au fond, à la flexion des 19e et 20e siècles, les sociétés occidentales sont entrées dans ce que les historiens appellent désormais, c'est le titre d'un grand et gros livre, La civilisation du journal, puisque le périodique imprimé est à ce moment-là devenu le média d'information par excellence. Alors, média d'information par excellence, tant au niveau local, régional ou national qu'à l'échelle internationale. Et c'est à ce moment, avec leurs propres moyens, que les photographes ambulants, sans doute aussi les photographes sédentaires et vraisemblablement les amateurs, donc c'est toutes ces questions autour desquelles on a tourné depuis ce matin aussi, hein, ces porosités, multiplient les portraits individuels et les portraits de groupe, soit en famille, soit dans le cadre de sociabilité amicale, professionnelle ou militaire. Ce sont des portraits où des hommes, des femmes et même des enfants prennent la pose donc devant l'objectif, en exposant ou en tenant ostensiblement un journal, toujours bien mis en évidence. Et dès le premier regard posé sur ce corpus de cartes photos à partir duquel j'ai travaillé et qu'Emmanuel Fructus a constitué, je la remercie vraiment, j'en profite, de son geste, hein, et que j'ai un peu prolongé, il ressort que ces images montrent des poses, au fond, très stéréotypées, adoptées par les modèles, que ceux-ci soient des civils ou des soldats, des femmes ou des hommes de mise parfois bourgeoise, des enfants ou des vieillards, des ouvrières ou des prolétaires, photographiés dans toutes sortes de configurations, c'est-à-dire dans la rue, sur le trottoir, à une terrasse de café, dans une cour, sur un perron, à la plage, dans des chambres d'hôpital, chez soi, dans son jardin, devant le décor d'une baraque de foire, ou vraisemblablement, dans certains cas, d'un studio, étant entendu donc que trancher toutes ces distinctions n'est pas toujours chose aisée et que les catégories sont donc parfois perméables. Il y aurait donc ici la marque de cette civilisation du journal que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire l'expression d'une culture diffuse et partagée, solidement installée dans l'espace social, une culture qui façonnerait des modes de consommation et des attitudes, qui façonnerait aussi des attentes et des projections, mais il y a surtout dans ce corpus, c'est-à-dire dans ces images mises en série, montées en série et délibérément donc confrontées par le recul de l'histoire à la répétition, un double imaginaire social moderne, et c'est ce qui m'intéressera aujourd'hui plus particulièrement, où s'hybrident et se confondent peut-être une culture de la presse qu'on lit, qu'on arbore, avec laquelle on s'expose, et une culture de la photographie, ou pour le dire autrement, un imaginaire photographique de soi, qui est également pour partie un imaginaire des clients forgés par les photographes, fondé sur des manières de prendre la pose ou de faire prendre la pose, de se mettre en scène ou d'être mis en scène et de choisir ou de se voir choisi des attributs signifiants. Or, le journal est l'un de ces attributs, l'un parmi d'autres, pour élaborer une image de soi destinée à être diffusée. Alors, assurément, ces imaginaires se superposent plus ou moins, quoiqu'il demeure difficile de les distinguer, peut-être parce qu'ils se nourrissent l'un l'autre, en permettant à chaque modèle jouant au lecteur ou à la lectrice de journal de produire une désignation et un emploi de soi, j'emploie le terme emploi comme on le dit au théâtre, dont la finalité est de les exposer dans l'espace social tout en les y mettant en circulation. Parce que dans ces cartes photos destinées à être donc le support de relations interpersonnelles, pour l'envoi de vœux, d'amitié, de pensées, etc., on se fait photographier en s'inventant pour se donner à voir ou pour se regarder, puisque certaines de ces images demeurent non circulées, comme disent les cartophiles, probablement parce que leurs modèles les ont conservées pour eux-mêmes,
comme un souvenir de soi, comme le témoignage d'un moment qui peut-être d'ailleurs a été la pose photographique elle-même, en tant qu'événement biographique. Et c'est donc dans ce contexte qu'on s'expose en tant que lectrice ou en tant que lecteur du journal. On s'expose d'abord à l'objectif du photographe, puis, par son intermédiaire, on s'expose au regard de celles et ceux auxquels on adressera ensuite les tirages de cette image multiple et démultipliée de soi. Alors, les questions qu'aspire ce corpus de cartes photos sont nombreuses. Elles dépassent évidemment ce premier constat. Que signifient ces mises en scène qui sont de véritables simulacres, où la lecture de la presse est photographiée dans ces espaces sociaux, c'est-à-dire domestiques ou publics, intérieurs ou extérieurs, avec des espaces intermédiaires. Pourquoi feindre de s'absorber dans la lecture? C'est une autre question, comme si le photographe n'était pas là. Ou au contraire, pourquoi jouer, voire surjouer l'effet de surprise qui suspend l'illusion de la lecture devant l'opérateur, comme s'il était subitement survenu, mais dont on devine évidemment immédiatement la présence, hors champ, par la pose et souvent par l'expression des regards des modèles. Les photographes sont-ils, c'est une autre question, les prescripteurs de ces configurations de pose, ou bien les modèles, un peu à la manière dont Baudelaire résume la photographie, en sont-ils les instigateurs, les demandeurs, les fournisseurs, en quelque sorte, je crois que c'est le mot qu'emploie Baudelaire, parce qu'il s'agirait d'une image codifiée, presque d'un genre, inscrit au cœur d'une attente sociale dont on veut être soi-même l'acteur, le reproducteur. Alors, dans ces portraits individuels ou portraits de groupe, on s'expose donc en tant que lectrice ou lecteur du journal, ce qui, à la charnière des décennies 1890-1910, est loin d'être neutre. En effet, si les grandes lois scolaires de Ferry des années 1881-82 sur l'enseignement primaire gratuit, obligatoire pour tous les enfants de 6 à 13 ans ont commencé à produire leurs fruits en matière d'alphabétisation, qu'on voit d'ailleurs au dos des cartes postales, c'est-à-dire ce qu'évoquait Maxime, cette orthographe parfois un peu flottante, mais on écrit quand même. Leur accomplissement à ces lois est évidemment loin d'être total, et l'ambition d'une lecture courante à l'échelle de l'ensemble de la société n'est pas encore achevée, avec de fortes disparités entre les régions, les milieux sociaux, les professions et les genres. Je vous renvoie aux travaux de tous les historiens d'éducation qui ont réfléchi et analysé ces questions. Donc, être photographié en train de lire un journal repose sur une volonté de se donner à percevoir comme lecteur ou lectrice par rapport à son environnement immédiat, par rapport à son milieu social, où cette activité revêt des significations différentes, en indiquant qu'on maîtrise la lecture, qu'on a les moyens économiques d'acheter un périodique ou d'aller au café et d'y consommer pour lire le journal, qu'on peut prélever sur son temps quotidien un temps de loisir dédié à la lecture du journal, qu'il soit quotidien ou hebdomadaire, et qu'on est en mesure d'apprécier les intentions éditoriales d'un organe de presse, c'est-à-dire politique, généraliste, satirique, illustré, local ou national. Ce corpus photographique montre qu'on lit la presse d'information générale à fort tirage dans tous les milieux sociaux. Le Petit Parisien, l'Intransigeant, le Cri de Paris ou le Matin. Et surtout, le journal qui s'appelle Le Journal. Titre le plus récurrent, à ma grande surprise initiale, titre le plus récurrent à propos duquel on peut s'interroger sur l'effet de littéralité du nom du périodique, qui désigne donc un journal précis et un objet générique, et dont je me demande s'il n'est pas un accessoire fourni par le photographe à ses modèles. C'est-à-dire qu'il faudrait évidemment pouvoir voir, et ça serait absolument invérifiable, voir si c'est le journal du jour, un peu comme les preuves de vie, quand les gens sont enlevés, on leur demande de tenir le journal du jour, mais ça n'aurait pas de sens, puisque de toute façon, ça ne correspondrait pas forcément à la date de la prise de vue. Mais bon, il y a quand même cette énigme. On lit en chambrée de caserne ou d'hôpital militaire. On partage la lecture de l'illustré photographique Excelsior
ou de l'illustré humoristique plutôt familial, le Pêle-mêle, comme celle du périodique politique ou syndical à la sortie de l'usine. En province, on lit L'Avenir Blayais ou L'Éclaireur de Nice, ça dépend d'où on est, avec lequel on pose. Dans la communauté yiddish parisienne, on montre le Pariser Eint. Parfois, on se fait photographier seul, lisant très ostensiblement l'organe officiel du syndicat national des travailleurs des chemins de fer de France et des colonies, la tribune de la voie ferrée. Et à l'opposé, à droite, on lit, autre ambiance, 2 salles, 2 ambiances, on lit Le Capitaliste, sous-titré Journal de la Banque parisienne. C'est pourquoi on affiche, on affiche presque littéralement la manchette du périodique qu'on feint de lire devant le photographe pour la rendre visible, lisible et parfois même davantage que la manchette, c'est-à-dire le gros titre, la tribune ou l'effet de texte du pied de page. Comme s'il s'agissait en fait d'emblée d'adopter une position déclarative. L'attention portée à la manière de tenir le journal et d'exhiber sa une, de telle sorte que la typographie du nom du journal soit parfaitement déchiffrable, a donc valeur de proclamation à plusieurs niveaux, que le photographe prend en compte. En effet, le lecteur signifie ainsi une singularité individuelle ou collective, c'est-à-dire une opinion, une intention, une appartenance, peut-être même une position sociale, dont l'affichage photographique n'a rien de commun avec les autres images contemporaines, qui sont celles des kiosques, des vitrines de mercerie ou de librairie-papeterie, ou des étals des marchands de journaux, qui exhibent l'abondance de l'offre des titres multiples et très variés, ou celle des vendeurs à la criée, identifiables à leur casquette estampillée, à leur stock de journaux imprimés portés sous le bras ou sur le bras, ou identifiables à l'exemplaire qu'ils brandissent comme une sorte d'enseigne ou une réclame publicitaire. Cette dimension donc déclarative ou proclamative des individus ou des groupes et des sociabilités de lecteurs de journaux me semble à la fois inscrite dans une histoire des représentations qui s'enracine dans le XIXe siècle et dans une culture publicitaire qui est plutôt celle d'un XIXe siècle s'attardant dans le XXe siècle, c'est-à-dire on est à la Belle Époque et dans l'entre-deux-guerres. D'un côté, je pense au portrait de Louis-Auguste Cézanne, père de l'artiste, lisant l'événement, qui est le titre du tableau donné par Cézanne, le jeune Paul Cézanne, c'est un tableau des débuts de Cézanne, de 1866. Si l'artiste souscrit ici, évidemment, au genre du portrait, à travers le portrait du père, il s'intéresse aussi aux objets au milieu desquels trône son père, avec une attention particulière, donc portée à ce journal. Alors, il porte une attention très marquée au journal, à son format, à sa matérialité, à l'espace grisé et presque quadrillé de sa page saturée de texte, ce que Mallarmé a appelé la feuille à même, drôle de formulation, mais qui dit quand même des choses, la feuille à même du journal, et sans omettre non plus le titre du quotidien avec ces grosses lettres empâtées en caractères Bodoni. L'événement, et là aussi on ne peut sans doute pas faire l'économie de la double littéralité du terme, comme pour le journal, l'événement, a donc fait irruption dans le quotidien du modèle qui s'est absorbé dans sa lecture, et c'est ainsi que Cézanne le peint. Au fil de ces colonnes, à coups de gros titres et de manchettes, et par la mise en page spectaculaire de jeux typographiques, mais aussi par son agencement, où se côtoient, on le sait, les petites annonces et les publicités, les horoscopes, les romans, les reportages qui sont distillés en feuilleton, eh bien, le journal représente, à la fin du XIXe et dans une grande partie du XXe siècle, représente le réel autant qu'il le relate. Et donc, en peignant le journal que lit son père, Cézanne peint tout cet implicite, constituant le journal qui, au XIXe siècle, a industrialisé sa production, a densifié et réinventé ses contenus éditoriaux, qui a aussi augmenté ses tirages et donc étendu ses lectorats pour s'imposer, malgré son format encombrant, malgré son mauvais papier, ses encres qui noircissent les doigts,
pour s'imposer en produit de grande consommation, réceptacle et amplificateur de ce que Proust appelle les bruits du monde. On tient là donc sans doute l'un des fondements de cette iconographie, dont la teneur vaut encore pour les photographes et leurs modèles du tournant du 19e ou 20e siècle. D'un autre côté, je crois qu'il ne faut pas mésestimer le poids de la culture publicitaire de la Belle Époque appliquée au médium qu'est la carte postale, et où le journal occupe une place non négligeable. Alors, il ne s'agit pas ici de cartes photos exécutées par des ambulants ou des amateurs, mais généralement de cartes postales phototypiques à l'impression photomécanique, permettant de gros tirages et qui s'inscrivent donc dans la consommation et la culture de masse. Et par des photomontages genrés, on y fait la réclame des journaux en montrant leur une qui peut être crevée, déchirée pour faire surgir des figures de faux lecteurs pour la presse sérieuse, de fausses lectrices pour la presse comique ou grivoise. On fait poser des types sociaux sous la manchette bannière de journaux, comme pour catégoriser et personnifier leur lectorat. Les bourgeois respectables lisent La Patrie, les intellectuels vaguement artistes lisent l'Aurore, les domestiques lisent Le Petit Parisien ou Le Petit Journal, les femmes dites légères liraient La Vie en rose ou La Vie parisienne, ce qui est quand même une drôle de renversement un drôle de renversement de la situation, parce qu'en fait, ces journaux sont des journaux d'hommes, évidemment, parce qu'on y trouve beaucoup d'annonces pour les petites rencontres. On crée aussi des scénettes photographiques, comiques, érotiques, ou scatologiques, où les journaux et leurs lecteurs, lectrices permettent de développer un discours critique contre toutes sortes de choses, contre la crédulité, contre la fausse impartialité, contre la législation anti-pornographie, contre le clergé, contre la République. Je pourrais en aligner comme ça toute une série. Toutes ces cartes postales de grande diffusion, elles ont contribué à acculturer le journal comme objet, sa lecture comme habitus, et les gestes ou attitudes liées à sa consommation comme culture. Alors, sans nul doute, ces cartes postales commerciales, publicitaires, elles forment l'arrière-plan des cartes photos qui nous intéressent, en montrant comment les photographes ambulants en sont finalement porteurs, en tout cas sont porteurs de leur imaginaire, de même que les modèles, comme en témoigne le pacte photographique président à leur élaboration, dont le caractère de facticité n'est au fond pas très éloigné de ces constructions publicitaires. Donc, comme on le voit en quelque sorte dans chaque image, c'est-à-dire de telle manière que ni le photographe ni ses modèles ne cherchent à le dissimuler, ces photographies de lecteurs et de lectrices de journaux, ce sont de très flagrantes mises en scène et en l'espèce de parfaits simulacres de la lecture de l'information imprimée. Pourquoi les photographes ambulants qui vont à la rencontre de leur clientèle, à l'instar de ceux qui opèrent en baraque de foire ou vraisemblablement en studio, et de même que les amateurs qui produisent des images de leur immédiat entourage, pourquoi tous ces photographes se livrent-ils en complicité avec leur modèle, en quelque sorte, à la mise en scène de ces simulations de lecture? En fait, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait délibérément semblant d'être absorbé dans la lecture du journal? Pourquoi est-ce que l'opérateur agit aussi comme s'il avait tiré ces modèles de cette absorption? Alors ces questions, elles sont d'autant plus aiguës si on prend en compte le fait que cette pose, elle est tellement codifiée et pratiquée que son artificialité est parfaitement identifiée. Elle est parfaitement identifiée comme telle par toutes celles et tous ceux auxquels les modèles photographiés adressent leur propre image. Et dans ce faux jeu de dupes, on peut se demander ce que signifie encore cette espèce de petite mystification dont chacun, c'est-à-dire le modèle, le photographe et le destinataire éventuel des images, dont chacun est conscient qu'il s'agit donc d'une scène réglée et dans une certaine mesure stéréotypée. En fait, je me demande s'il ne s'agit pas d'inscrire les modèles malgré tout, c'est-à-dire malgré le caractère d'artifice du dispositif photographique, dans la contemporanéité, en les montrant soucieux de l'actualité, soucieux d'être de leur époque. Je pense à ce qu'écrit Proust dans Les sentiments filiaux d'un parricide, sur la troublante conjonction dans l'Everyday Life entre la lecture recueillie du journal au petit déjeuner et ce qu'il appelle les catastrophes du monde.
procéder à cet acte abominable et voluptueux qui s'appelle lire le journal, et grâce auquel tous les malheurs et cataclysmes de l'univers pendant les dernières 24 heures, les batailles qui ont coûté la vie à 50 000 hommes, les crimes, les grèves, les banqueroutes, les incendies, les empoisonnements, les suicides, les divorces, les cruelles émotions de l'homme d'État et de l'acteur, transmuées pour notre usage personnel à nous qui n'y sommes pas intéressés en un régal matinal, s'associe excellemment, d'une façon singulièrement excitante et tonique, à l'ingestion recommandée de quelques gorgées de café au lait. C'est très proustillant. Lire le journal, c'est donc accepter que la vie sociale et publique entre dans la vie privée, dans l'intimité du lecteur. C'est également, on pourrait dire, quotidianiser l'actualité et l'événement qui la fondent, en épousant la périodicité, en vivant au rythme du journal et en consentant à une routine rassurante qui transforme la vie quotidienne en une temporalité régulière qui évite qu'elle ne soit uniforme, usante et répétitive, parce que le journal l'éditorialise, la met en page dans son propre espace et ne cesse donc de la reconfigurer pour qu'elle ne se banalise pas. Lire le journal, c'est donc vivre au rythme de celui-ci, et se faire photographier lisant le journal procède, je crois, d'une ambition de représentation de soi comme acteur de cette modernité. Il s'agit donc d'une façon de redoubler sa présence, c'est-à-dire, je pense à la définition que Louis Marin a donnée de représenter, re-présenter, redoubler sa présence pour mieux la manifester en l'exhibant, mais surtout une façon de l'inscrire par l'indice du journal, entendu jusque dans sa matérialité et ses marques d'usage, dans une temporalité qui est au cœur de ces photographies, fonctionnant comme des suspensions du temps, de la vitesse dont nous parlions ce matin, et du bruit qui caractérise donc par ailleurs la modernité. Donc tenir le journal, et je conclurai sur ces mots, ou poser à ses côtés le temps de la photo, que celle-ci est pour origine l'offre du photographe occasionnel ou le client qui se rend chez le photographe, en dépit de la facticité ou de l'artificialité de cette construction visuelle. Tenir le journal le temps de la photo reviendrait donc à admettre son désir d'être pleinement dans l'actualité de son époque. C'est vouloir être le blason de son temps devant le photographe qui en fixera durablement l'image et qui, par emboîtement, inscrira dans ses photos dans le temps, inscrira ses photos dans le temps que structure, découpe et séquence dans le même moment l'information dont le journal est la principale modalité à la charnière des 19e et 20e siècles. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Ah oui, c'est bon. Oui, j'avais d'abord, Bertrand, merci beaucoup, quelques remarques. Je voulais aussi mentionner que dans les années 40-50, si je ne dis pas de bêtises, il y a des costumes pour enfants qui ont été confectionnés à partir de journaux aussi. On en trouve de temps en temps. Je voulais juste, je ne sais pas, en voyant ces images, ça me rappelle les photographies qu'on produisait à l'intérieur des studios au XIXe siècle, où on remarque la présence de livres et surtout de l'album photographique aussi qu'on va voir comme motif ou qu'on va consulter. Et puis, finalement, ce corpus qui est pour moi, à ma connaissance, assez déterminé dans le temps, parce que c'est entre guillemets un motif qui me semble disparaître et être remplacé à partir des années 40-50, beaucoup plus par le fait d'écrire, de lire un livre, voire on va montrer un magazine, mais la question du journal, c'est quelque chose que j'ai l'impression de beaucoup moins voir. Et c'est peut-être ce qui fait aussi l'attrait de ce rapport à l'histoire et de cette histoire de la presse. Oui, mais alors, je pense que c'est encore plus incongru, en fait, éclairé par les éléments que tu viens de citer, c'est-à-dire le livre qu'on pose sur un guéridon ou l'album photo qu'on a ouvert sur ses cuisses. Voilà. Et qu'on fait semblant de regarder ou qu'on ne regarde pas. Cette espèce de manière de se mettre en scène comme
sortant de la concentration de la lecture du journal. Je trouve que c'est un surjeu, enfin, qui fait que la signification du journal a une densité un peu différente peut-être, mais sans doute aussi parce qu'on est là dans le grand moment aussi de l'histoire de la presse, de l'allongement des tirages, des journaux millionnaires, ces 4 ou 5 journaux qui vendent tous les jours 1 million d'exemplaires, sans parler de toute la presse locale, etc. Donc c'est aussi la prise en compte sans doute, ou l'écho de ce phénomène de la démocratisation de la presse. Et ce qui est toujours assez symptomatique d'étudier cette photographie des ambulants entre 1900 et 1970, de voir des images qui apparaissent et d'autres qui disparaissent en fonction de l'évolution de la société. Et là, on est en plein dedans. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour cette présentation. Ça montre que les photographes sont au service de tous les intérêts, les plus petits, les plus infimes, mais aussi les plus importants en fait dans la vie, dans le positionnement des individus, dans leur environnement social. Et vous avez évoqué un peu brièvement, je trouve, la question des appartenances, qui là, en l'occurrence, semble aussi fondamentale. C'est-à-dire, dans cette époque, vous avez parlé des tirages, mais il y a aussi la diversité des journaux régionaux, mais avec des couleurs politiques différentes selon les régions, selon les époques. Il y a une variation extraordinaire. On est au moment de l'affaire Dreyfus, où les journaux sont des armes aussi de revendication d'un camp contre un autre, et pas seulement à ce sujet. Hein. Donc, en fait, le titre du journal, c'est aussi une bannière dans laquelle on se reconnaît et que l'on indique au récepteur de l'image. Là, il me semble qu'il y a quand même un terrain aussi à creuser, dans le sens où chaque titre arboré par ces sujets, c'est aussi un message clair adressé à tous ceux qui vont regarder l'image. Et lorsque on voit un journal à terre, c'est aussi un message politique très clair. Donc voilà, je politiserai, si possible, encore plus ce regard. Oui, c'est une très bonne remarque. Il faudrait le faire, mais de façon beaucoup plus systématique. Il faudrait travailler sur 200 cartes photos, voilà, pour voir s'il y a des récurrences plus importantes. Il faudrait aussi voir, vous parliez de l'affaire Dreyfus, il faudrait aussi voir, évidemment, si les grands journaux marqués comme Dreyfusard et anti-Dreyfusard ont été utilisés. Il faudrait voir aussi, par exemple, si la presse satirique, je pense aux 2 grands journaux illustrés de l'affaire, sont utilisés de la même manière qu'on utilise le Pêle-Mêle, qui est un journal assez consensuel, transgénérationnel, voilà, où on peut voir un peu de caricature, et puis on peut aussi avoir des rébus et des histoires un peu légères, enfin légères pas au sens grivois, mais voilà, sans grands enjeux. Donc oui, mais je pense aussi qu'il y a une limite à ça, qui est toute cette presse à viser à grand tirage, qui cherche à se concilier un lectorat le plus large possible. Donc ça, il faudrait voir. Et puis il y a un autre travail à faire, qui serait celui que j'ai pas fait, qui serait celui de la ligne politique, la ligne éditoriale politique des journaux locaux en particulier. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on prend l'avenir Blayais et pas l'autre du camp d'en face que je connais pas parce que j'ai pas beaucoup bossé Blaye, mais voilà. Donc en effet, qu'est-ce qui est photographié, qu'est-ce qui n'est pas photographié. Mais pour ça, il y a la question du corpus. Il faudrait travailler sur un corpus de 200 ou 300 images pour faire pour arriver à ce niveau de lecture. Mais c'est une vraie question. Et alors, la question du journal par terre, oui, évidemment, c'est pas un hasard. C'est pas que le journal est tombé, ou alors voilà, il a été tombé, comme dirait l'autre.
Cela rejoint un peu la question de Ilsen. Quelle est la part de... est-ce que les entreprises de presse ont commandé ce type d'image ou de carte postale? Est-ce que ces entreprises de presse ont pu les utiliser comme propagande? Je pense aux cartes postales, en fait, que vous avez montré. Est-ce qu'il pouvait s'agir de commandes des entreprises de presse elles-mêmes, pas des journaux, on va dire, des directeurs de journaux, voilà. Je pense au journal, je crois qu'utiliser beaucoup l'image aussi comme propagande. Oui. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez pu... Oui, c'est une vraie question. Je pense que ces types d'images ont évidemment été utilisés, commandés, celles qu'on voit à l'écran. Oui. Ah non, on ne les voit plus. C'est-à-dire toutes ces unes crevées avec un sujet qui surgit, ça c'est de l'image très clairement publicitaire. Pour ce qui est des autres, je suis pas absolument sûr de ça, mais encore faudrait-il le vérifier. Par exemple, dépouiller tel ou tel journal pour voir s'il y a des appels à ce que les lecteurs envoient leur image, par exemple. Mais la situation un peu intermédiaire, je ne sais plus si je vous en ai montré, voilà, c'est les commerces qui affichent leur offre, et puis les vendeurs avec la casquette du petit journal, la casquette du matin, etc. Donc là, on est à la limite, en effet, de la publicité, de la réclame. C'est-à-dire que là, on voit comment, dans la pratique de la carte photo, se glissent aussi ces usages commerciaux. Alors, sans doute avec des motivations qui sont un peu différentes. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi une tradition, en quelque sorte. C'est un genre, la boutique, la mercerie qui vend des journaux, des cartes postales que vous devez avoir repéré de votre côté en y voyant autre chose, justement, parce que ce sont des lieux où l'on vend aussi ces objets. Donc il y a une sorte de mise en abîme des choses, et c'est évidemment sont pas des lecteurs qui sont représentés, mais plutôt des vendeurs, des fournisseurs, et ça crée évidemment une configuration qui est un petit peu différente, mais qui montre d'ailleurs, ça fait écho à votre communication, qui montre jusque chez Combier dans les années 60-70 le rôle des tabacs, des maisons de la presse, etc. J'en discutais avec un ancien tenancier de bar tabac, maison de la presse, il n'y a pas très longtemps, dans un village, qui m'expliquait qu'encore dans les années 70, avec ses parents, il recevait les photographes, et il composait aussi, ils expliquaient dans le village ce qu'il fallait photographier, ce qui sous-entendait que c'était ça qu'ils allaient arriver à vendre. Et en général, ils demandaient à ce que leur boutique soit photographiée, en particulier dans les cartes multivues. Bon, donc on voit que c'est des constructions, c'est des constructions aussi un peu publicitaires, un peu promotionnelles. La publicité des Archives nationales, il y a ce fond du journal où en effet il y a un petit ensemble de photographies, je crois que c'est à peu près 3000 qui ont été conservées par le journal, et ce sont des vues de ce type-là, en fait, classées par ville, grande ville de France, sont les kiosques qui vont envoyer au journal la disposition de leur commerce. C'est ça, et puis c'est le réseau. C'est ça, c'est le réseau de vente du journal. De diffusion. Exactement, du début du XXe siècle. Ouais. Juste une petite remarque aussi, c'est quand même étonnant que dans toute cette tradition du portrait soit isolé, soit de groupe, il n'y a jamais d'objet. Ce journal est quand même étonnant, parce que normalement on n'introduit pas un objet, rarement. Autrement, c'est souvent le déguisement, mais normalement on est dépourvu, ou le studio, voilà. Avec l'aménagement du studio. Oui, voilà, mais on n'amène pas trop un objet pour se faire enregistrer. Merci beaucoup.